Salut à tous, bienvenue dans ce module consacré à Internet. Dans cette première vidéo, on va voir un petit peu de quoi on va parler dans ce module, avec quelle approche pédagogique, et ensuite on pourra entrer dans le vif du sujet en parlant de protocole et d'architecture Internet. Dans ce module, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne Internet en entrant assez dans les détails pour être concret tout en restant accessible. Donc il n'y aura pas de prérequis particuliers, si ce n'est un peu d'encodage d'informations. Si vous n'avez pas de notion dans ce domaine, vous pouvez toujours regarder mon module consacré à l'encodage de l'information ici. En informatique, on a souvent deux approches pédagogiques pour expliquer un système complexe. L'une est celle qu'on appelle top-down et l'autre bottom-up. La première approche, top-down, ça consiste à expliquer le système de manière globale et un peu superficielle, et ensuite quels sont chacun de ses composants. Et ensuite, on explique plus en détail chacun de ses composants pour entrer dans les sous-composants, et ainsi de suite, jusqu'à expliquer le système dans ses moindres détails. A l'inverse, avec l'approche bottom-up, on commence par expliquer les systèmes les plus simples, et comment est-ce qu'on peut les combiner pour former des systèmes plus complexes, et ainsi de suite, pour finir par expliquer le système global dans sa totalité. Pour ce module consacré à Internet, j'ai choisi d'utiliser une approche top-down. D'ailleurs, le livre principal dont je m'inspire pour ce module s'intitule Computer Networking, a Top-Down Approach. Je vous conseille vraiment, si vous avez envie d'aller plus loin après avoir vu ce module. Dans ce module, il y a un aspect dont je ne vais pas vous parler, c'est tout ce qui a trait à la sécurité. Je préfère d'abord vous expliquer comment fonctionne Internet lorsque tout le monde est gentil, et ensuite je ferai un autre module consacré uniquement à la sécurité où on verra toutes les failles d'Internet. On peut maintenant entrer dans le vif du sujet. Donc comme vous le savez tous, Internet est un réseau informatique qui relie toutes sortes d'appareils, des ordinateurs, des téléphones, des caméras de surveillance, des voitures, des avions, etc. Tous sont connectés entre eux par un réseau dans lequel il faut distinguer trois entités. On a tout d'abord les appareils connectés, qu'on appelle des hôtes ou des end systems, parce qu'ils se situent au bord du réseau. On a ensuite tous les nœuds internes au réseau, donc ça peut être votre borne Wi-Fi à la maison, l'antenne 3G à laquelle vous connectez avec votre téléphone, ou tous les autres systèmes internes qu'on appelle routeurs ou switch. Et la troisième entité, c'est tous les liens qu'il y a entre ces différents nœuds. Donc ça peut être un câble, une fibre optique, ou l'air tout simplement, si c'est par onde électromagnétique. Tout ce réseau est divisé en sous-ensembles qu'on appelle ISP, Internet Service Provider. Ce sont les fournisseurs d'accès. Donc par exemple en Suisse, on a des fournisseurs d'accès comme Sunrise, Swisscom, Salt, NetPlus, qui fournissent Internet directement au end system. Ces ISP sont eux-mêmes reliés à Internet par un autre ISP au niveau national qu'on appelle Switch en Suisse. On peut aussi mentionner les ISP universitaires comme le PFL qui est directement relié à Switch. Et Switch, qui est donc aussi un ISP, est relié lui-même à d'autres ISP au niveau international. De cette manière, tout Internet est divisé en ISP qui collaborent et s'organisent en hiérarchie. De cette manière, les hôtes échangent des informations à travers le réseau. Mais ce n'est pas suffisant pour communiquer. Pour cela, ils doivent avoir un protocole. Un protocole régit les formats et l'ordre des messages échangés entre plusieurs hôtes, ainsi que les actions que ces hôtes doivent entreprendre suite à la réception ou l'envoi de ces messages. Ça peut paraître un peu compliqué comme définition, mais on va voir une analogie qu'on utilise dans la vie de tous les jours et qui montre qu'on utilise des protocoles. Donc prenez le cas par exemple d'un professeur qui demande à ses élèves s'ils ont des questions. Le professeur envoie un message à tous ses élèves qui contient la question « Avez-vous des questions ?» Chaque élève reçoit ce message, l'analyse. S'il n'a pas de questions, c'est une convention qu'il ne va pas lever la main. S'il a une question, c'est une convention qu'il va lever la main et ainsi envoyer un signal au professeur. Le professeur, en voyant ce signal, envoie un autre message à l'élève pour lui signifier qu'il a maintenant le droit de poser sa question. Similairement, dans un réseau informatique, les entités qui communiquent doivent se mettre d'accord à l'avance sur un protocole pour communiquer. Un protocole que vous connaissez sûrement déjà tous, parce que vous l'avez vu dans votre URL sur votre navigateur, c'est le protocole HTTP. C'est le protocole qui est utilisé pour l'application web, c'est-à-dire pour consulter des sites internet, donc par exemple www.google.ch. Le protocole HTTP établit que pour consulter ce site web, vous devez envoyer une requête au serveur avec le format suivant, get en majuscule et ensuite www.google.ch. En recevant cette requête, le serveur va vous répondre avec un format spécial en HTML ou en CSS. Toutes les communications à travers Internet dépendent de ces protocoles définis à l'avance. Il y en a énormément, je vous mets la liste ici dont on va parler au cours des prochaines vidéos. Qu'est-ce qui décide de ces protocoles? Eh bien ça peut être des entreprises qui établissent ces protocoles pour leur application, ou alors on a une entité au niveau international qui décide de toutes les règles concernant ces protocoles. On appelle ça l'Internet Engineering Task Force. Passons maintenant à l'architecture d'Internet. Comme Internet est un système très complexe, on l'organise avec ce qu'on appelle des couches, ou layers en anglais. Ce sont des abstractions qui nous aident à avoir plusieurs systèmes organisés plutôt qu'un gros système ingérable. Pour expliquer ce que c'est que ces couches, je vais de nouveau prendre une analogie. Imaginez qu'on veuille décrire ce que c'est que le système du trafic aérien.
Qu'est-ce qui se passe quand vous prenez l'avion? Vous commencez d'abord par acheter un billet, admettons que vous le fassiez à l'aéroport. Ensuite, vous allez déposer vos bagages au check-in. Ensuite, vous vous dirigez vers la gate pour procéder à l'embarquement. Ensuite, l'avion va sur la piste pour faire son décollage. Il fait ensuite son trajet. Il arrive à destination et il atterrit sur la piste. Ensuite, il se dirige vers la gate où vous procédez au débarquement. Ensuite, vous allez récupérer vos bagages et si vous n'avez pas passé un bon voyage, vous allez vous plaindre pour rembourser votre ticket. Donc vous voyez que notre système s'organise en différentes couches. On a d'abord une couche ticket qui s'occupe de vendre les tickets et de les rembourser. On a une couche bagages qui s'occupe de les prendre et de les rendre. On a une couche gate qui s'occupe de procéder à l'embarquement et au débarquement. On a une couche piste qui s'occupe du décollage et de l'atterrissage. Et on a une couche trajet pour faire la liaison entre deux aéroports. Donc chaque couche s'occupe d'un service seulement si le service par la couche supérieure ou inférieure est déjà effectué. Cela permet de mieux organiser les rôles de qui fait quoi et de mieux gérer le système global. De manière similaire, Internet est aussi organisé en couches. Il y en a 5, l'application layer, le transport layer, le network layer, le link layer et le physical layer. Chacune de ces couches est responsable d'un service. Je vais maintenant vous présenter brièvement chacune de ces couches. Commençons par l'application layer. C'est la couche qui concerne toutes les applications et les protocoles que vous utilisez directement en tant qu'utilisateur. On a donc par exemple l'application web qui utilise le protocole HTTP, on a les mails qui utilisent le protocole SMTP, POP, IMAP ou même HTTP, on a le transfert de fichiers qui utilise FTP, WhatsApp qui utilise XMPP, ou même le partage distribué de fichiers entre utilisateurs qui utilise le protocole BitTorrent. Il y a donc énormément de protocoles au niveau de l'application layer. Il y en a presque autant qu'il y a d'applications. Ils sont soit publics, comme tous ceux que je vous ai cités, ou soit privés, comme par exemple le protocole qu'utilise l'application Skype. Lorsque deux autres communiquent avec une application comme WhatsApp, ils échangent des informations qui sont encodées en binaire avec une séquence de bits qu'on appelle message. Et c'est ce message qui va être envoyé à travers Internet. Si le concept d'encodage d'informations n'est pas clair pour vous, regardez ce module. Passons maintenant au transport layer. Contrairement à l'application layer, la liste des protocoles est bien plus courte. Il n'y en a que deux, TCP et UDP. Chacun de ces protocoles est responsable d'envoyer les messages d'une application chez un hôte à une autre application chez un autre hôte. Ils le font d'une manière très différente. TCP garantit que tous les messages arrivent à destination et dans le bon ordre. Il établit aussi une connexion entre les deux hôtes. Alors qu'UDP, au contraire, ne garantit rien du tout, il va seulement essayer d'envoyer les messages à destination. Mais il le fait plus rapidement que TCP. C'est donc à l'application de choisir si elle va utiliser TCP ou UDP. On verra plus en détail quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux protocoles. Donc au niveau de l'application layer, on prend le message et on le passe au transport layer, donc soit TCP, soit UDP, qui est un programme dans votre ordinateur. Ce programme va prendre le message et lui ajouter certaines informations, on verra lesquelles, et il va créer ce qu'on appelle un segment. On a ensuite le network layer qui est responsable de faire circuler l'information à travers le réseau. Il utilise pour cela plusieurs protocoles, je vous liste ici les principaux. Mais on a un protocole qui est plus important que tous les autres, c'est le protocole IP, c'est celui qui fait tenir un petit peu tout le système ensemble. Dans cette couche, il s'agit de déterminer quels sont les meilleurs chemins pour traverser le réseau. Il s'agit aussi pour cela d'assigner des adresses à chaque nœud et à chaque hôte, ce sont les fameuses adresses IP. Donc dans votre ordinateur, on prend le segment qui a été créé par le transport layer et on lui ajoute des informations telles que l'adresse IP de votre ordinateur et l'adresse IP de la destination à laquelle vous voulez envoyer le segment. Toutes ces informations ensemble, cela forme ce qu'on appelle un datagramme ou un paquet. Les datagrammes sont traités par votre ordinateur, donc par les autres et par les nœuds qui sont à l'intérieur du réseau. Passons maintenant au link layer. Si le network layer est responsable de trouver la route entre deux hôtes, le link layer est responsable de trouver la route entre deux nœuds du réseau. Donc par exemple de votre ordinateur à votre borne Wi-Fi, de votre téléphone à l'antenne 3G la plus proche ou bien d'un routeur à un autre routeur. Selon le moyen de communication, si c'est un câble, une fibre optique ou des ondes électromagnétiques, on utilisera un différent protocole de communication. Je vous mets ici les principaux. On verra aussi que pour faire une communication entre deux points, on a besoin d'autres adresses, les adresses MAC. Pour cela, on a besoin d'un autre protocole, le protocole ARP. Donc dans votre ordinateur, le link layer prend le datagramme créé par le network layer et lui ajoute des informations telles que les adresses MAC pour former ce qu'on appelle une frame. Et finalement, on a le physical layer qui est responsable d'envoyer tous les bits contenus dans la frame à travers le lien. On ne va pas vraiment en parler parce que ça concerne plus l'électricité et la physique que l'informatique. Maintenant que je vous ai présenté les différentes couches d'Internet, on va parler d'encapsulation. C'est le processus d'inclure une abstraction dans une autre. Dans le cas de nos couches Internet, c'est un petit peu comme des poupées russes. Lorsque je consulte un site web, je crée, comme on l'a vu, une requête HTTP. Cela forme un message. Je place ensuite ce message dans un segment, que je place dans un datagramme, que je place dans une frame. Cette frame sera envoyée à la borne Wi-Fi par exemple. Cette borne Wi-Fi reçoit la frame, extrait le datagramme et regarde les adresses IP. Elle voit qu'elle doit envoyer le datagramme plus loin,
et donc elle envoie au prochain routeur dans une autre frame. Le routeur reçoit donc une autre frame, extrait le datagramme et la remet dans une autre frame pour le prochain routeur, et ainsi de suite. Le serveur finalement va recevoir une frame. Il va extraire le datagramme, voir que c'est pour lui, et en extraire le segment. Il en extrait de là le message et voit la requête HTTP. De là, il pourra traiter cette requête et créer une réponse HTTP qu'il mettra dans un message, dans un segment, dans un datagramme et dans une frame et la renvoyer. Voilà, j'espère que vous avez compris cette vidéo d'introduction sur Internet. Selon notre approche top-down, je vous ai expliqué le système global qu'est Internet et les différentes parties qui sont ses couches. Dans les prochaines vidéos, je vais vous présenter plus en détail chacune de ces couches. Et je peux déjà vous dire que la prochaine vidéo portera sur l'application layer. À bientôt.